C'est la rébellion la mieux entraînée, la plus disciplinée du continent africain qui a mis fin au dernier génocide de l'humanité. La victoire du FPR au Rwanda a stoppé le génocide des Tutsis, entre 800 000 et 1 million de morts. À sa tête, Paul Kagame, devenu président du Rwanda. Dans son documentaire Inkantani, Christophe Cotret retrace l'épopée du Front patriotique rwandais devenu parti-État. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Christophe Cotret. Bonsoir. Alors d'abord, pour commencer, le mot Inkantani, c'est ceux qui se combattent sans relâche. Qui était-il ? Alors Inkotani, c'était au départ une armée rwandaise à la fin du 19e siècle. Les rois soulevaient des armées pour des conquêtes. Et ça a été repris par le Front patriotique rwandais en 1987 à sa fondation. Et ça veut dire évidemment ceux qui ne se rendent jamais, ceux qui luttent jusqu'au bout. Alors vous avez interviewé des hauts cadres du FPR. Qu'est-ce qui a poussé les exilés Tutsis à entamer une lutte armée pour libérer leur pays d'après leurs propres termes ? C'est beaucoup les exilés ougandais qui ont initié la lutte armée. Comme c'est expliqué d'ailleurs dans le film, ils ont pris le pouvoir, ils ont aidé Museveni en Ouganda en 86 à prendre le pouvoir. Mais ils vont gêner. Ils vont gêner dans la population, ils vont gêner dans l'armée. Il va y avoir une pression en Ouganda sur les exilés Tutsis qui finalement ne va pas leur laisser tellement d'autres choix que de tenter de rentrer au pays. Il y a eu des démarches diplomatiques qui ont été faites avant, à la fin des années 80, qui n'ont pas abouti. Et donc ça a amené, je pense qu'une partie des officiers et des gens qui voulaient rentrer, effectivement, n'avaient plus que la solution militaire à ce moment. Alors il y a une figure qui se distingue, qui va prendre le leadership, c'est Paul Kagame, l'actuel président rwandais. C'est déjà lui qui remet sur pied une guérilla qui est un peu en déroute. Comment il fait pour mobiliser les Inkantani très jeunes et même parfois indisciplinés ? Lui se penche sur la discipline, effectivement. Donc, il a déjà l'habitude. Il a été formé aux États-Unis, il a été formé à Cuba. Il a déjà une expérience de 10 ans. Il a lutté à l'époque contre Idi Amin Dada, contre Obote. Donc, il a déjà une expérience militaire. Il est déjà chef du renseignement adjoint de Museveni à ce moment-là. Donc, ce n'est pas c'était encore un jeune homme au niveau de l'âge. Il a un peu plus de 30 ans seulement. Il est assez expérimenté. Mais il est assez expérimenté. Après, son combat, ce n'est pas le combat de Paul Kagame, c'est le combat de toute la diaspora Tutsi. Et donc, effectivement, les jeunes vont se reconnaître dans ce combat et vont naturellement aller rejoindre le front. Ce n'est pas une demande, c'est les bases qui vont décider de rejoindre ce combat. Ils n'ont plus d'autre choix. Mais c'est quoi la force de Paul Kagame ? Son côté tacticien ou sa vision politique ? À cette époque? Je pense qu'il y a les deux. Je pense que le FPR a une vision politique globalement, que ce soit les militaires, que ce soit les civils, l'ensemble a déjà une vision politique qui s'est affirmée en 1987 et qui est très claire. Leur vision du Rwanda a été appliquée, elle est déjà très claire. Après, ce qui va faire la différence avec Paul Kagame, c'est effectivement c'est un homme qui est visionnaire à ce moment-là et surtout qui est capable d'une grande discipline. Même parfois en faisant violence à sa propre nature et à ses hommes. Alors en face du FPR, il y a les forces armées rwandaises, mais surtout les militaires français qui les empêchent, selon Paul Kagame, et les retardent dans leur progression. On sent que dans votre documentaire, que chez le président rwandais, le parti pris de la France, ça n'est jamais passé pour Paul Kagame. Ils ont perdu des hommes. La France se contente pas seulement d'envoyer des conseillers, non pas seulement des gendarmes qui vont aider sur le moment à former la police. Elle envoie aussi des hommes et elle envoie des armes, des mortiers qui vont faire notamment beaucoup de dégâts à différentes étapes du conflit. À ce moment-là, au début des années 90, la vision n'est pas forcément d'aller prendre le pays, d'aller prendre Kigali directement. C'est d'avancer militairement pour pouvoir avoir un outil qui va être utilisé après diplomatiquement. Mais les Français vont essayer d'empêcher ça, effectivement, pour différentes raisons que j'explique dans le film. Alors, il est cette date fatidique du 8 février 1993. Le FPR de Paul Kagame s'apprête à prendre Kigali. Il renonce, il y aura des négociations avec le gouvernement Hutu. Est-ce qu'il a exprimé des regrets après avoir renoncé à prendre Kigali? On en a discuté dans le cadre de l'interview. Est-ce qu'un génocide aurait pu être évité? Je pense qu'on ne peut pas le savoir. Oui, c'est la question que tout le monde se pose. Je la laisse en suspens. On ne sait pas. On ne peut pas prévoir l'histoire de cette manière-là. Après, je pense qu'une partie de ces bases avait envie d'aller sur Kigali. La vraie question, c'est est-ce qu'il pouvait tenir Kigali? Prendre une ville, c'est une chose. Pouvoir la tenir en est une autre. Et dans le contexte de pression diplomatique, je pense qu'il n'avait finalement pas d'autre choix.
Alors, avril 1994, le pays sombre dans la terreur, dans l'horreur aussi. Le génocide des Tutsis commence. Près d'1 million de morts en 3 mois, sans qu'aucun pays vienne stopper ce massacre. Est-ce que le FPR, c'est le FPR composé de 12 000 hommes qui parvient à mettre en déroute le gouvernement génocidaire, est-ce que c'est pas ça qui a forgé chez Paul Kagame cette intransigeance qui le caractérise aujourd'hui? Oui, forcément, mais forcément parce que le sentiment d'être seul contre tous, finalement. Je pense qu'il y a ce sentiment, mais en même temps, pour en avoir discuté aussi avec les plus anciens du FPR, j'ai pas le sentiment qu'ils se sont dit il faut qu'on soit aidé. Enfin, je pense qu'ils pensaient sur leurs propres ressources. Ils voulaient vraiment se dire ça ne tiendra qu'à nous. Donc on doit avoir une discipline en nous-mêmes et si quelqu'un vient nous aider, tant mieux. Voilà. Mais je pense que la discipline et la nécessité de gagner cette guerre, ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. Plus compliqué, c'est qu'effectivement, se pensant légitime, ce qui était le cas, c'est-à-dire que c'est une armée de 12 500 hommes, vous le rappelez, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Ils sont bien armés, ils sont bien entraînés, mais c'est pas suffisant pour tenir tout le pays. Ce qui va poser problème, c'est quand des pays vont soutenir le camp des génocidaires. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué que simplement de ne pas avoir d'aide. Ne pas avoir d'aide en est une chose, avoir des gens qui contredisent ou qui soutiennent le génocide en est une autre. Après le génocide des Tutsis, il faut reconstruire, la vengeance étant tous les esprits. Il y a eu des massacres de Hutus et Kagame le reconnaît lui-même. On écoute un extrait de votre documentaire. The rest of the world, which was a mess in itself, in our own situation, talking about killings of RPF, where they don't know what they're talking about. It could have been thousands of times what they have in their mind or what they're talking about. Comment Paul Kagame a fait pour éviter qu'il y ait encore plus de morts? C'est la question. Déjà, c'est important de rappeler, parce qu'il y a eu effectivement, les génocides ont leur corollaire, ce que je dis dans le film, qui est le négationnisme. Le négationnisme n'a pas forcément nié la réalité des massacres des Tutsis, mais a dit, déjà, c'est peut-être la faute de Paul Kagame s'il n'avait pas fait la guerre, et surtout, nous aussi, on a eu des Hutus ont été massacrés. Ce n'est évidemment pas les mêmes proportions et c'est absolument incomparable. Il y a évidemment, après un tel déchaînement de violence, c'est ce que dit d'ailleurs Ronnie Broman dans mon film, ça ne se résorbe pas du jour au lendemain. Il y a forcément des vengeances qui vont avoir lieu. Il y a forcément des gens il y a forcément des logiques de suspicion par rapport à une partie de la population, qu'elle ait participé ou pas. Ça va prendre beaucoup de temps de donner les responsabilités. Il va falloir des procès pour ça, savoir qui a été responsable de quoi. Donc il y a une grande confusion dans les années qui suivent le génocide. Je pense que ça n'a pas été facile pour la direction militaire du FPR à ce moment-là, de rétablir la discipline. Il a fallu donner l'exemple. Et il y a eu des exécutions, effectivement. Il y a eu des choses qui sont douloureuses encore quand on en parle avec eux aujourd'hui. Voilà. En juillet 1994, le FPR donc arrive à chasser le gouvernement génocidaire. Paul Kagame décrit le Rwanda sur lequel il va régner en ces termes. On l'écoute. There was death smelling everywhere. It was just death. Everything was more or less dead. Even those who were still alive, we could see on their faces it was difficult to put up with. It was difficult to know even where to start from. We have to start from somewhere and start rebuilding this country. We couldn't allow ourselves and our country to just get lost and perish. 24 ans après le génocide, Paul Kagame est parvenu à bâtir une nouvelle nation rwandaise, un modèle économique et social pour les Africains. Comment a-t-il réussi ce tour de force selon vous ? Il y a l'idée, en plus vous avez choisi un moment effectivement qui n'est pas des plus légers dans le film, et puis au moment de l'interview, quand il me raconte ce passage-là, il est presque en off, je crois qu'on devait changer quelque chose dans la caméra, etc. Donc il est presque en off et il se remémore ce moment-là. Je pense qu'il y avait évidemment un grand moment d'abattement, il n'y avait plus rien à Kigali, il n'y avait plus un billet de banque, il n'y avait plus un litre d'essence, il n'y avait absolument plus rien. Et ils ne peuvent pas se laisser abattre. Donc il faut recommencer, et puis il faut recommencer par les bases. Donc la base, ça devient déjà avoir une police, avoir une justice, mais même je crois que le procureur
n'avaient même pas de voiture les ministres n'avaient pas de voiture, ils n'avaient même pas la possibilité de se rendre dans des bâtiments. D'ailleurs, il n'y avait plus les bâtiments. Donc il a fallu vraiment recommencer par déjà rétablir la discipline avec les hommes, pouvoir relancer les bases d'une économie. Et ça a pris effectivement quelques années. Mais tout cela a un prix. Paul Kagame gouverne aussi d'une main de fer. Il assume ce contrôle strict, notamment de la liberté d'expression et une opposition muselée. Selon lui, c'est le seul moyen pour ne pas réveiller les vieux démons du génocide. Vous en pensez quoi de cette justification ? Je pense que une des choses à reconstruire quand une partie de la population rwandaise a décidé d'exterminer une autre partie de la population rwandaise, c'est de créer un avenir commun, c'est de penser un mythe commun. Et ce mythe, ça va être celui du succès économique, ça va être celui du développement, du numérique, enfin voilà tout ce que le pouvoir rwandais aujourd'hui met en avant, avec certains succès sous certains aspects, d'autres qui prennent plus de temps. Donc il y a ce mythe du Rwanda comme une grande entreprise qu'il faut absolument faire fonctionner. Et ça, on le sent très très fort parmi les dirigeants rwandais, dont Paul Kagame. Et le pouvoir actuel n'aime pas tellement la dissonance. Le perçoit à la fois sur les questions ethniques, très clairement. Il s'agit de ne pas raviver la division ethnique, c'est très important. Mais aussi d'autres choses qu'il considère comme la dissonance, c'est-à-dire des gens qui seraient contre un projet qui est en train d'être mis en place. Et là, effectivement, ça peut être très autoritaire comme manière de procéder. Voilà. Et il y a aussi ces rescapés qui vivent avec leurs bourreaux à leur côté. On a l'impression que même leur parole n'est pas la bienvenue dans la société rwandaise, hormis lors des commémorations. On est obligé d'en passer par là. Le prix du silence ? Oui, quelque part. Alors ces rescapés, il y a différents rescapés. Je pense que le plus difficile, c'est pour ceux qui vivent sur les collines, effectivement, qui vivent à quelques maisons de leurs bourreaux et qui disent, c'est ce qui est dit dans mon film également, et qui disent comment ça se fait que lui qui a tué tant et tant puisse aujourd'hui être libre 7 ans après. Pour les petites mains du génocide, ça a été environ 7 ans d'emprisonnement, alors que moi j'ai tout perdu. Et effectivement, je pense que ces gens en veulent Paul Kagame, en tout cas au FPR. Mais il n'y a pas d'autre choix. Que faire ? Il faut que la réconciliation ait lieu. Et effectivement, ça se passe aussi, je pense que les autorités rwandaises sont très conscientes que ça va se jouer sur plusieurs générations, et notamment la 3e génération. Et justement, l'État rwandais aujourd'hui, c'est Paul Kagame. Est-ce qu'un Rwanda sans Paul Kagame est imaginable aujourd'hui ? Il faut bien, oui. Après, la question de la... J'ai le sentiment... je ne me suis pas forcément intéressé en profondeur sur les questions de succession de Paul Kagame. Je m'intéressais davantage à l'histoire, mais ce qu'on peut comprendre, c'est que Paul Kagame reste populaire. Parce qu'il ramène la sécurité pour un certain nombre de raisons. Après, je pense qu'il pense aussi à sa succession, et je pense qu'il y a des gens très compétents pour lui succéder. Il faut que ça se fasse au bon moment, qu'il n'y ait pas, disons, de retour en arrière. Et au final, selon vous, Paul Kagame, c'est un dictateur ou un visionnaire ? On ne va pas donner des bons et des mauvais points. Je pense qu'il y a des deux, en fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'un dictateur ? Je veux dire, on me pose parfois la question. Moi, j'ai passé 2 ans là-bas. On ne m'a jamais, par exemple, empêché de travailler. On ne m'a jamais contraint. J'ai jamais dû... on m'a dit, Christophe, non, pas de critique, pas ceci, pas cela. J'étais libre de travailler. On n'est pas dans l'Irak de Saddam Hussein, enfin, si je veux exagérer un petit peu le tableau. Par contre, il y a effectivement un pouvoir qui est autoritaire et qui veut se faire respecter dans un contexte extrêmement complexe. Et ça amène forcément des dérives et ça amène forcément des ratés. Après, effectivement, il y a aussi, comme vous le dites, il y a une vision. Ce sera la conclusion de notre interview. Merci Christophe Cotterêts. Je rappelle, votre documentaire s'appelle Inkontani. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.